y va? Allez. Allez. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de vous être connectés pour cette deuxième réunion sur la concertation et sur la restitution de la concertation sur le quartier des Savoirs. Donc, nous sommes un certain nombre ici à Orsay, dans les locaux de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, comme la dernière fois, quand nous avons lancé cette concertation le 13 mars. Donc, je vais rapidement vous présenter les intervenantes et intervenants de cette réunion et ensuite un petit mot sur notre ordre du jour. Voilà. Donc, rapidement, Olivier Paraja, je suis adjoint au maire de Guyancourt en charge de la démocratie permanente. Donc, nous aurons, par ordre d'apparition à l'écran, François Morton, maire de Guyancourt. Bonsoir. Puis Pierre Joutard, directeur général adjoint de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Bonsoir. Antoine Prenant, directeur du pôle Yvelines, toujours de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Bonsoir. Jean-Marc Michel, garant de la concertation, toujours de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Donc ça, c'est pour les gens qui sont ici avec nous. Et à distance, nous avons Anne-Lise Auboin, qui est architecte urbaniste du cabinet Marniquet Auboin. Et bonsoir. Architecte filigrane. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près cité tous les intervenantes et intervenants. Voilà. Donc, en gros, la réunion va se passer en plusieurs étapes. Donc, un premier mot d'accueil qui va être conjointement fait par François Morton et Pierre Joutard. Ensuite, nous verrons des films. Nous reviendrons sur la concertation avec le garant Jean-Marc Michel, puis une synthèse des ateliers, des prises de parole, et une partie vers 19h25, si on respecte à peu près le timing, pour avoir à peu près 20 minutes d'échange avec vous. Donc, comme la dernière fois, le principe, c'est que vous pouvez écrire dans la conversation de la réunion vos questions, et puis nous sommes un certain nombre à essayer d'en faire la synthèse, et je ferai votre porte-parole pour obtenir des réponses des personnes présentes ici ou à distance. Et puis, nous finirons par une conclusion en essayant de finir avant 20h ou à 20h. Voilà. Et je n'en dirai pas plus. La parole est à toi, François. Je te remercie, Olivier. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous arrivons en effet au terme de la toute première phase de concertation que nous avions lancée ensemble en ce qui nous concerne ici même il y a 6 mois, pratiquement jour pour jour, le 13 mars dernier. Depuis le printemps, nous avons organisé des balades urbaines, des ateliers thématiques, des réunions à destination du grand public et des associations du territoire. Nous avons également mis à disposition un registre dématérialisé, autant de dispositifs de participation dont nous avons besoin de faire le bilan aujourd'hui même. Alors, c'est l'objet de cette réunion de ce soir. J'aurais souhaité bien évidemment que nous puissions nous réunir en présentiel. Malheureusement, vous le savez, le contexte sanitaire ne nous permet toujours pas de le faire. Mais pour que ce moment soit dynamique et participatif, nous avions également demandé à des habitants qui ont participé à ces ateliers, à ces balades, qui ont travaillé durant les 6 mois, de nous faire un compte-rendu de leurs échanges. Hélas, pour des questions d'agenda principalement, cela n'a pu se faire, mais ce n'est que partie remise. Alors, je tiens d'abord à remercier l'ensemble des participantes et participants qui, tout au long de ces derniers mois, ont contribué à alimenter notre réflexion, à enrichir notre projet commun. Je sais que le groupe Marniquet Auboin et l'EPAP sont très à l'écoute, et je veille et je continuerai à veiller de mon côté à ce que votre position soit entendue et surtout fidèlement restituée. Avant de laisser la parole à Pierre Joutard, je voudrais rappeler que nous sommes aux prémices de ce travail, qui, je vous le rappelle, durera en tout 3 ans. Il reste évidemment encore beaucoup à faire. De gros enjeux restent devant nous pour ce nouveau quartier. Et pour que ce nouveau quartier réponde notamment aux valeurs qui sont portées par notre ville et aux besoins des Guyancourtoises et Guyancourtois.
Chacun le sait maintenant, nous voulons que ce quartier soit exemplaire, tant sur le plan architectural que sur le plan social et environnemental. Je compte sur vous, sincèrement, pour continuer de mener ce travail avec nous. Je souhaite que cette concertation soit la plus ouverte possible. Je l'ai dit et je l'ai montré lors de cette première phase. J'espère que chacune et chacun, quelle que soit sa situation, ses origines, son aisance à l'oral ou à l'écrit, ou le temps dont il disposera, puisse s'exprimer. C'est vraiment là le challenge des dispositifs de démocratie participative. Nous vous présenterons dans quelques instants les prochaines étapes de la concertation. L'une d'elles porte sur la mise en place de porteurs de parole qui auront pour mission d'aller chercher le témoignage ou l'avis des personnes qui ne sont pas encore investies, soit par manque de temps ou par intérêt. Bien entendu, la ville et les PAPS continueront de communiquer largement sur notre concertation, mais elle ne prendra de l'ampleur que si chacune et chacun d'entre vous participait également à la faire connaître. Nous comptons sur vous. Pierre ? Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Alors, pour me présenter, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc je suis Pierre Jutat, je suis directeur général de l'aménagement aux côtés de Philippe Vandemal au sein de l'EPA, avec mes collaborateurs qui sont présents, le masque peut-être. Vous dire, donc j'ai pris mes fonctions au mois de mai, et au mois de mai, j'étais présent par rapport à cette première phase de concertation qui a été lancée au mois de mars, à une des balades urbaines, et je tiens à saluer, moi, tout le dispositif qui a été mis conjointement en place pour, vous l'avez rappelé, permettre qu'on s'adresse à toutes et tous pour nourrir ce projet urbain. C'est toujours un véritable défi pour un aménageur de recueillir la parole, et c'est une matière très très précieuse qu'on a retenue sur les différents thèmes, que ce soit au cours des balades, et j'en ai fait le 7 mai, ou sur les ateliers, que ce soit sur l'identité, les déplacements, qu'est-ce que c'est qu'habiter ce futur quartier des savoirs, qui nourrissent avec nos architectes urbanistes. La deuxième chose sur laquelle je voulais témoigner, enfin, le travail qu'on a à mener ensemble, ce travail, on ne peut pas le faire seul. Vous le savez, l'établissement public a une mission d'intérêt général et collectif qu'elle porte au nom de l'État sur deux missions essentielles. Faire un cluster de rang mondial qui est aujourd'hui très engagé sur la partie essonnienne, notamment tout le sud plateau. Le succès est au rendez-vous. Vous avez pu voir qu'au-delà des installations académiques qui concentrent aujourd'hui presque 15% de la recherche privée en France et encore décerné par le label de Shanghai, donc 13e pôle mondial en termes de recherche premier en mathématiques. Le pari est quasiment gagné sur le plateau. La deuxième mission qui est conjointe, et on l'a démarré un peu en retard de phase sur le sud-plateau, c'est bien de construire des quartiers de ville et des quartiers de gare. Et ces quartiers de ville et ces quartiers de gare qu'on décline aujourd'hui en phase active sur la partie sud-plateau et qu'on projette aujourd'hui sur les Yvelines, sur deux opérations, Satory et Guyancourt. C'est cette ambition qu'on a de fabriquer des quartiers mixtes qu'on partage forcément avec vous et avec les élus. On ne peut pas concevoir un projet d'aménagement ex nihilo, que ce soit en termes de programmation, en termes d'intensité, en termes d'équipement public, et tout ce qui va nourrir cette réflexion et la restitution qu'on va faire aujourd'hui, on la doit. Elle sera peut-être forcément incomplète et le dispositif ne s'arrête pas là. Et on a la chance ici d'avoir vraiment, je l'ai dit, une collectivité qui est engagée là-dessus à nos côtés. Donc c'est plutôt très précieux pour nous, comme en témoignons après aussi peut-être nos urbanistes dans le dialogue et l'échange. On va continuer à voir, ça ne s'arrête pas là, c'est cette première phase de restitution. Et donc on va continuer, nous en tout cas c'est l'engagement qu'on a. Je sais que mes collaborateurs et mes collaboratrices, Antoine présentera, sont très très engagés sur ce projet qui est réellement passionnant, de reconquête d'une ancienne friche industrielle, comme ça, dans plein centre de Guyancourt. Je vais m'arrêter là, Antoine, pour te laisser. Je poursuis. Bonsoir à toutes et tous. Donc, on vous présente effectivement un petit peu en deux temps la restitution premier temps de cette première phase de concertation pour ensuite rentrer dans une présentation de ce qui vient après. Donc, premier temps, restitution. Ça a déjà été dit, pardon, on a effectivement organisé ces balades urbaines et ces 3 balades urbaines et ces 5 ateliers donc, au printemps et au début de l'été, avec un réel succès.
On peut regarder sur la slide d'après. Même si on ne se contentera pas effectivement de ce succès-là, on a eu environ, vous étiez déjà nombreux à la première réunion publique, 165 connexions, peut-être plus de personnes autour des écrans. On verra ce soir, et puis une participation importante aux ateliers. On verra aussi dans un deuxième temps que ça ne nous suffit pas d'une certaine façon et qu'on va devoir aller chercher un petit peu tous les publics, notamment aussi les jeunes, avec un partenariat avec le lycée de Villarroy sur lequel on va revenir. Néanmoins, c'était une première étape importante qui était sur les ateliers, on va le voir sur la restitution, disons, qui visait à ouvrir très largement le champ des réflexions. Résumé rapidement, c'est un petit peu pardon, oui, si on entend, mais on n'a pas d'image, il paraît. C'est un petit peu le quartier. Question 1, quel est le quartier rêvé, votre quartier rêvé, suivant telle ou telle thématique de l'atelier? Et puis question 2, quelles sont vos préoccupations profondes et inquiétudes sur ce type de sujet? C'était un petit peu la teneur de ces ateliers sur les différentes thématiques qui ont été développées. Ces ateliers et ces balades urbaines ont fait l'objet de comptes rendus qui sont disponibles en ligne sur notre site et également sur celui de la ville, je pense, mais en tout cas sur le nôtre. On le dit parce que c'est important effectivement d'avoir cette traçabilité, que ces choses, si on en oublie en route, elles puissent nous être rappelées à la faveur de ces comptes rendus. Et il y a également l'ensemble des questions posées, qui nous ont été posées sur notre site et les réponses qu'on y apporte un petit peu au fur et à mesure, donc que vous pouvez trouver sur les adresses qui sont indiquées à l'écran. J'espère que c'est projeté. Je n'en dis pas plus, on rentre dans le vif du sujet avec, je crois, pour commencer, un film, donc petit film de retour sur les balades urbaines, et puis ensuite Annie Auboin et Nathalie Bonneville, que vous avez rencontrés à l'occasion de ces ateliers, vous restitueront la teneur donc, de ces 5 ateliers thématiques. Voilà, est-ce qu'on lance le film? J'ai trouvé très intéressant qu'on nous implique dans la construction du quartier des savoirs, parce que c'est un quartier qu'on va utiliser et qu'on aimerait pouvoir aller voir régulièrement. Donc je trouve ça bien de demander aux gens qui habitent de voir ce qui manque pour pouvoir étayer la demande. Ce qui revient souvent, c'est garder la verdure. Voilà, ce qui vraiment plaît aux Guyancourtois, c'est d'avoir un poumon vert, d'avoir de la verdure, de pouvoir circuler en vélo, à pied. Il y a vraiment cette volonté on est en ville, mais à la fois on veut pouvoir vivre un peu comme à la campagne, tout en ayant les infrastructures de la ville. J'ai découvert ce quartier, on en parle depuis des années, de la Friche Thalès, et je dois dire que de l'avoir découverte comme ça m'a impressionné. C'est un enjeu important pour recréer un quartier avec des équilibres, diversifier les commerces, les services, accueillir des écoles, peut-être un marché. Il y a énormément de choses intéressantes. Je pense que c'est une très très bonne démarche de donner la parole aux citoyens surtout et donc aux résidents pour voir un peu ce qu'ils pensent du projet et surtout leurs attentes. La réflexion d'un projet ne doit pas se résumer à regarder autour de sa petite chapelle. Il faut aussi prévoir les impacts sur l'ensemble, sur l'agglomération. La gare est un pôle très attractif qui va servir d'aimant et qui va donc attirer toute la population de Saclay, de Livette et de la Bièvre, voire de Chevreuse, mais aussi la population du Nord et aussi les gens de Montigny, de Guyancourt, tout ça, qui se partageront entre les deux gares. L'implication des habitants, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet aussi de voir comment les gens vivent aux alentours, ce qui leur manque ou ce qui leur paraît intéressant comme genre de projet, avec une certaine diversité des habitants en termes d'âge, que ça soit aussi ouvert aux gens des communes voisines, c'est aussi important. C'est une bonne idée de démocratie participative. Avec les idées que j'ai pu émettre, on aura peut-être une petite satisfaction en se disant que ça, c'est ma petite idée et elle a été retenue pour maintenant l'amélioration et la création de ce nouveau quartier.
Très bien. Voilà pour le petit film. Pardon. On va passer donc à la restitution, à la synthèse des ateliers avec le premier atelier. Donc, je laisse la parole. Je crois que c'est à Lise ou à Nathalie. C'est moi qui prends la main sur effectivement cette première synthèse. Le garant de la concertation avant, dans l'ordre du jour? Oui. Oui. Je crois que... Désolé. J'ai raté, pardon. Je n'ai pas dans les slides. Je vous en prie. Alors, à mon tour de vous donner mon impression, mon sentiment et mon avis sur ce temps fort, première phase. On commence par un petit clin d'œil. Je commence par un petit clin d'œil au calendrier. En mai déjà, nous nous étions donné rendez-vous ce soir à 18h30. Donc, bravo à l'organisation qui fait que on n'a pas dérapé sur le calendrier. Et Dieu merci, compte tenu du temps qui nous reste pendant les 3 ans encore à approfondir cette concertation. De la même manière, dans les ateliers, il n'y a pas eu de dérapage horaire. Donc, pas de frustration du côté de la méthode engagée. Et ça, je tenais à le saluer. Mon avis aussi sur l'offre de participation, de concertation. Tout d'abord, elle était conjointe et volontaire entre municipalités, élus et établissements publics. Oui, les décideurs publics s'étaient mis d'accord sur un programme phase 1, structuré, organisé, avec une méthode. Et je vais y revenir sur les éléments d'ambition et d'innovation que j'ai trouvés dans ce programme. Ce programme, je l'ai trouvé flexible aussi, puisqu'il a réussi, malgré les contraintes Covid, à se tenir. Il s'est appuyé sur le numérique, mais pas uniquement. Les balades ont pu avoir lieu, du présentiel peut avoir lieu. Tout ce panachage a été piloté, ce n'était pas une dérive, il a été construit et maîtrisé. Et il me semble qu'en matière de concertation, il y a des éléments exemplaires qui peuvent servir pour les phases ultérieures, voire même en dehors de ce projet. Panacher, atelier et balade sur le terrain, c'était aussi une méthode de fabriquer la parole, de fabriquer l'apprentissage du projet, l'apprivoisement du projet, qui est d'une rare complexité quand on sait que c'est un projet sur un quartier qui a une dimension métropolitaine de transport. Je veux saluer aussi la qualité, le dosage, la clarté, l'accessibilité des informations qui étaient fournies. Les plans retravaillés, les éléments de balade construits autour de points de vue, donc d'appropriation de ce qui était un espace inconnu derrière des clôtures. Donc cette concertation, c'était aussi un moment de réappropriation d'un espace. Il me semble avoir eu lieu avec une qualité de conduite aussi, non seulement dans les balades, mais dans les ateliers. Un clin d'œil à la méthode des pastilles, dont on va revoir l'application. C'était dans l'atelier premier. Une idée aussi qu'on peut faire réfléchir les habitants, les participants, sur des sujets un peu techniques, une gare, ses usages et ses usagers, mais aussi on peut entraîner une population à réfléchir à des notions d'identité de territoire, de valeur portée par une collectivité. Et ça, moi, j'ai trouvé que l'atelier numéro 1 était construit avec méthode et prouvait qu'on pouvait s'écarter de débats purement techniques, hein, et venir sur ce qui peut faire l'âme d'une communauté. Bon, je sais aussi que tout ne s'est pas fait dans cette phase.
et que la complexité du projet a peut-être empêché que tous les repères soient connus, les repères sur les procédures administratives, les repères sur les éléments contextuels, même si les habitants de Voisins et les habitants de Guyancourt se sont bien rendus présents dans cette participation. Il est clair que la complexité du projet, ces multi-échelles, vont le rendre, entre guillemets, assimilable, mais pas en une seule fois. Et je sais que le contenu, les comptes rendus des ateliers, mais quelques contenus de débat, des points forts, se retrouvent d'ores et déjà sur les espaces et les plateformes numériques, et que l'espace de dialogue de l'établissement public héberge déjà un certain nombre d'éléments. Et la concertation, ce n'est pas qu'un certain nombre d'ateliers, des heures d'atelier ou des heures de balade, c'est aussi en permanence du temps consacré au dialogue, merci au numérique, de pouvoir le faire. Donc, bravo pour cette étape qui n'a pas dérapé qui a été construite, voulue et portée, et sur laquelle l'offre de participation a rejoint la demande de participation qui s'est manifestée par la qualité des débats et les propositions qui ont été faites. Merci. Merci. On va donc cette fois-ci passer à la synthèse des ateliers et donc je repasse la parole à Nathalie Bonneville donc du cabinet Filigrane qui nous accompagne sur la programmation de l'opération et la concertation. Nathalie? Oui, effectivement, du coup, on va sur ce premier sujet se consacrer à la question de l'identité puisque c'était, comme vous l'avez souligné, le sujet de l'atelier qui était le premier d'entre eux et qui était vraiment intéressant. Et ce sur quoi les habitants sont beaucoup revenus, c'est finalement cette logique d'appropriation d'un territoire à travers l'idée qu'on reconnaît à Guyancourt, à la ville nouvelle, l'idée que c'est un laboratoire d'architecture et l'idée qu'on veut prolonger ce laboratoire à travers l'architecture qui serait déployée au sein du quartier des Savoirs, avec deux logiques différentes. La première logique qui est celle de déployer une pluralité d'architecture, etc. Et aussi celle d'avoir un objet singulier au travers de ce quartier, à l'image finalement des autres objets qui émaillent le territoire. Il y avait l'idée qui est apparue énormément, qui est l'idée de tester des matériaux et notamment de continuer à travers peut-être la logique de l'utilisation du bois plutôt que celle de la brique, puisque la brique est un matériau déjà beaucoup utilisé à Guyancourt. Donc évidemment tout ça se faisant sous conditions d'entretien, etc. Et aussi avec cette volonté de transcender un peu le temps et de ne pas céder à la tentation de la mode, donc d'avoir une architecture pérenne qui se déploie au sein de ce quartier des Savoirs. La place de la nature a été soulignée à de nombreuses reprises. Habiter à Guyancourt, c'est être à 5 minutes d'un bois et à 5 minutes d'un espace de nature, avec une nature qui doit être préservée et développée pour être à la fois support d'activités sportives, de loisirs et familiales, mais aussi pour avoir un lien direct au logement. Et on peut passer à la diapo suivante. Cette architecture, cette logique de l'habiter se déploie, on l'a dit, à travers avec des formes plurielles, et ça c'est vraiment intéressant, c'est l'idée que les habitants valorisent ces formes plurielles, valorisent des volumétries plurielles avec des hauteurs variées. Alors bien sûr, pouvoir varier en n'allant pas plus haut que le R+3, en travaillant bien les interactions avec les quartiers voisins, et notamment avec les quartiers pavillonnaires voisins, mais avec, encore une fois, des volumétries différenciées, avec des toits terrasses ou des toits en pente, ou des nouvelles formes de toiture, avec aussi des logiques de la courbe qui reviendraient dans l'architecture.
avec une demande affirmée sur le confort lumineux à l'intérieur des logements, sur le fait de dégager des vues et du coup de privilégier le lien à la nature à travers ces vues dégagées. On a aussi parlé à travers des exercices de maquette, des questions de volumétrie et de desserte des logements, avec l'idée de pouvoir privilégier des dessertes par des petits ensembles de logements avec une logique de desserte individuelle et de pouvoir déployer des prolongements au logement avec des terrasses, des vues dégagées, des garages, des petits jardins, etc. La promotion des énergies renouvelables a été soulignée à plusieurs reprises comme étant une vraie demande des habitants. Et donc, l'idée de travailler dans les phases ultérieures sur le développement des énergies renouvelables. Et puis, enfin, on a travaillé sur la possibilité de partager des services à l'échelle des logements, donc soit à l'échelle du palier, avec un certain nombre de services de voisinage qui pourraient être partagés, la salle de bricolage, les jeux vidéo, etc., entre plusieurs logements et au-delà jusqu'à la résidence, où pourraient se déployer des vrais services un peu plus importants avec des logiques d'espaces sportifs, de jardins, etc., et voire de salles à manger partagées, de salles plus conviviales avec des nouveaux usages liés à la convivialité. Et là, je passe la main à Guillaume pour le parc du quartier des Savoirs. Au cours de cet atelier, les habitants étaient invités à imaginer des programmes qu'ils souhaitaient implanter soit dans le parc sud, soit dans la halle piano. Alors pour le parc, il a été évoqué la possibilité de diviser ce parc en deux parties. La première partie à proximité de la halle piano, qui serait la partie, on va dire, la plus active et qui concentrait un maximum d'usages, idéalement en lien avec les programmes développés au sein de la halle. Il a également été évoqué la nécessité de prévoir un stationnement pour les modes doux à proximité de ce parc. La seconde partie, quant à elle, du côté du technocentre, devrait demeurer plus libre et plus naturelle en y développant des éléments de programme satellitaires et en imaginant des sous-espaces qui contribueraient à une programmation diversifiée de ce parc, comme des jardins partagés ou un parcours sportif, par exemple. Et afin de lier ces deux parties, les habitants ont imaginé pouvoir s'appuyer sur la tour de visée qui pourrait être inclus dans un cheminement et de cette manière passer d'une partie du parc à l'autre. Et de manière générale, comme le soulignait Nathalie tout à l'heure, dans les deux parties du parc, les participants ont souhaité que la biodiversité soit préservée et développée. Voilà. Alors, concernant la halle piano, donc on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Les différents groupes ont identifié la possibilité de la partie afin d'accueillir des usages différents au sein de chacune de ces parties. Donc on a divisé la halle en trois parties. Donc la partie Est qui aurait vocation à accueillir des activités plus liées à des activités économiques comme des Fab Labs ou un Rupert Café ou on avait une idée de recyclerie aussi. La partie centrale de la halle, on a imaginé dans un premier groupe implanter des programmes liés à la vie associative et dans un second groupe la programmation plus liée à la culture et à la restauration. Et dans la partie ouest de la halle, les groupes ont préféré positionner des usages liés au sport, comme la salle d'escalade, comme on peut le voir sur la slide, en raison des grandes hauteurs sous plafond qu'on peut retrouver dans cette partie de la halle. Et je vais repasser la parole à Nathalie pour le dernier sujet. Alors, le dernier grand sujet qui a fait pas mal débat au sein des différents groupes, c'est effectivement le sujet des déplacements, avec des attentions fortes sur notamment les questions de stationnement,
et le stationnement en particulier lié à la gare, avec l'idée que, évidemment, l'offre de stationnement doit être dimensionnée pour accueillir tout le stationnement relais nécessaire à proximité de la gare, afin que les quartiers avoisinants ne soient pas envahis par la voiture. Et pour ce faire, il faut aussi que la politique tarifaire associée à ce stationnement relais soit correcte pour qu'il soit réellement utilisé. Ensuite, on a travaillé la question du stationnement, cette fois-ci résident, et le fait de pouvoir associer, foisonner, travailler, mutualiser éventuellement ce stationnement. Et donc là, c'est là où on a un sujet encore en débat sur la logique de la proximité de ce stationnement, qui est un vrai sujet, et sur le fait de pouvoir travailler un quartier piéton qui soit un quartier qui, peu à peu, soit en capacité d'abandonner la voiture pour une partie des usages, les usages de proximité, le fait de pouvoir aller faire ses courses, le fait de pouvoir fréquenter les espaces de loisirs dans une échelle qui soit une échelle adaptée aux piétons. Donc ça, c'est vraiment l'idée de travailler encore ce sujet avec les habitants pour bien maîtriser finalement cette offre de stationnement qui pourrait être positionnée sur ce quartier. Et tout le monde était d'accord pour dire que ce quartier des savoirs, à condition que cette logique des déplacements soit correctement prise en compte, pourrait être un quartier catalyseur de bonnes pratiques, et notamment en matière de mobilité douce, à condition qu'il y ait des infrastructures adaptées, qu'évidemment tout le monde était conscient qu'il fallait que ça dépasse le quartier et qu'on changeait d'échelle quand on parlait de mobilité douce. Donc ça, c'est un sujet qui renvoie à d'autres modes de planification que celle uniquement du quartier. Mais du coup, au sein du quartier, il y a l'idée de vraiment procurer tous les services possibles pour qu'on puisse aller dans le sens du développement des mobilités douces. Et le lien à la gare, c'est la dernière diapositive. Donc, sur la question de la gare, donc là, on s'est projeté à travers des personnages sur l'utilisation de la gare, ce qui était assez intéressant parce que ça a permis à tout le monde de décentrer un peu son avis par rapport à ce sujet de la gare. Et le point d'appui, c'est le point d'appui de l'insertion de la gare dans le quartier des Savoirs, avec un parvis qui doit devenir plus qu'un simple parvis, qui doit devenir une vraie place publique, une place vectrice d'animation en elle-même, accompagnée d'une offre de services avec des commerces, avec des restaurants, avec l'idée aussi qu'il faut particulièrement étudier la topographie et aussi le revêtement de ce grand parvis, de cette place, pour pouvoir à la fois évidemment aller dans le sens des flux, mais aussi conserver une végétalisation de l'espace. Donc là, il y avait à nouveau la nature qui revenait sur le devant de la scène dans les propos des habitants, et le fait qu'on puisse avoir un espace de fraîcheur, un îlot de fraîcheur à travers cet espace-là en particulier. Ensuite, il y a le fait que, bien sûr, une gare, ça suscite à la fois des attentes et ça suscite des craintes. Donc, il faut travailler la question de la sécurité, travailler la question de l'aménagement et évidemment travailler la question de l'accessibilité, avec un vrai sujet sur toute la signalétique qui doit accompagner l'intermodalité, qui doit permettre que les flux soient simplifiés et là encore que les mobilités douces soient aussi favorisées, notamment dans cette logique de l'intermodalité, pour pouvoir être complètement appropriées et à ce que les cheminements soient sécurisés. Donc voilà les grands thèmes tels qu'on a pu les aborder au cours de la concertation et qui seront retranscrits dans les comptes rendus qui sont accessibles en ligne. Merci. On passe aux questions-réponses. On est en avance. Du coup, il y a pour l'instant peu de questions. Il y avait Annelise Aubois. Je ne veux pas vous intervenir, mais je crois qu'Annelise Aubois lève le doigt, parce que je pense que c'est à elle d'intervenir maintenant. Oui, alors bonjour, je suis désolée, il y a une ondée au-dessus de ma tête, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit.
Oui, je voulais juste prendre la parole 5 minutes parce que je ne sais pas si l'ensemble des participants ce soir ont pu assister aux précédentes réunions ou aux éléments de la concertation. Moi, je représente le groupement de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'équipe qui va être chargée de dessiner le projet et donc d'intégrer l'ensemble de ce qui remonte de la concertation, en plus des sujets techniques, réglementaires, dans un projet cohérent à long terme sur le territoire. Et je rebondis du coup sur ce qu'a présenté Monsieur le garant de la concertation, c'est qu'on a proposé des ateliers thématiques parce que c'est un sujet complexe qu'un futur quartier autour d'une gare et que une manière de l'appréhender, c'est de l'appréhender par sujet identifié pour nous permettre de vous entendre sur plein de thématiques, mais l'ensemble, au final, devra se traduire dans un seul projet. Et donc, en tant que maîtrise d'œuvre, qui avons l'habitude de dessiner, pour nous, c'est très, très important d'entendre, parce que cette concertation, elle nous permet plusieurs choses. Elle nous permet d'entendre des choses auxquelles nous, on n'a pas pensé, de faire émerger des sujets d'intérêt, des désirs sur le territoire, et puis de tester des propositions ou des présupposés. Et alors, la concertation, aujourd'hui, elle n'est pas finie. Il y a une seconde phase qui va vous être présentée ensuite. Mais nous, on en tire déjà des grandes thématiques de conception, de compréhension du territoire. On a quand même tiré une grande leçon, c'est que tous les gens qui ont participé ont une très, très bonne connaissance de la ville, du territoire et de ce qu'ils aiment y trouver et pourquoi ils ont choisi d'habiter là et donc de ce qu'on doit restituer dans le futur quartier. Et je ne vais pas représenter tout ce qui a été détaillé par Nathalie et Guillaume précédemment, mais il y a des choses qui émergeaient, notamment sur la place de la nature en ville, par exemple. Avec qui c'est bien de préserver les grands parcs, les éléments de nature qui existent, mais il faut aussi les préserver comme des portes d'entrée dans les grandes pièces de paysage du territoire. Mais ça ne va pas suffire. Développer aussi la présence de la nature en ville dans le reste du quartier, en multipliant les espaces. Je suis désolée, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Et si on vous entend? Oui, bon, je continue. Pas très bien, mais on entend quand même. Et donc, ça, c'est des propositions et c'est des sujets qui vont être repris, retravaillés, amplifiés dans les autres phases de la concertation, mais qui déjà nous font beaucoup réfléchir à la manière de les intégrer dans une vision globale. Je suis désolée. Mais on sait que le sujet n'est pas fini. Allô? On a coupé peut-être l'image, Marie, pour avoir plus de bande passante. On a du mal à vous entendre. Vous êtes de plus en plus haché, Annelise. Ouais, je m'arrête là alors. Mais je vous remercie en tout cas de la participation et des retours qu'on a eus et de l'enrichissement que ça porte déjà pour la conception du quartier. Merci. Donc, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, il y a une première question qu'on peut peut-être très rapidement, c'est quelle sera la suite de la concertation, comment arriver à participer, et ça sera le temps de conclusion après les questions-réponses, donc on ne va pas y répondre directement là. J'ai noté rapidement, il y a eu une première remarque sur le nombre de participants de la concertation, donc je pense que il doit être possible de dire avec la question est-ce que ce n'est pas les mêmes qui ont participé plusieurs fois. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut commenter. Nécessairement, il y a des personnes qui ont pu participer aux ateliers, aux balades. Effectivement, et Nathalie Bonnevide a répondu en direct. Donc effectivement, c'est le nombre de participations cumulées. Ça peut être, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement 370 personnes différentes. Et même, il est certain que non, puisque on a vu des personnes aux balades et qu'on a revues aux ateliers, etc. On va y venir juste après sur le fait que c'est toujours le lot de la concertation. On essaie de toucher un maximum de personnes par la multiplication des dispositifs.
On est sur cette première étape qui nous apporte déjà beaucoup dans les contenus et les préoccupations, mais qui effectivement, comme tout dispositif de concertation et plus largement de démocratie participative, a ses biais. C'est-à-dire effectivement un peu toujours les mêmes si on veut, même si on est ravis de vous retrouver. Et d'où ce qu'on va annoncer un petit peu après, c'est effectivement d'aller chercher aussi les gens pour élargir cette concertation. On pense aussi évidemment que c'est le début et que donc il va y avoir des effets boule de neige quand le temps avançant et donc des études sortant, des articles de presse, etc., une actualité qui va faire que, a priori, la population va sans doute s'intéresser de plus en plus au sujet, au-delà évidemment de ce qui accompagnera la création d'une ZAC, qui sont des dispositifs réellement d'enquête publique réglementaire, de mise à disposition des dossiers, des dossiers de création, des études d'impact, etc. Voilà. Donc, on plaide coupable sur le fait qu'on aurait souhaité qu'il y ait encore plus de monde aux ateliers, mais on a quand même néanmoins eu une participation plutôt très satisfaisante pour cette première phase, et on est encore un petit peu de monde ce soir. Alors, il y a eu plusieurs questions et réponses ou échanges autour des parkings souterrains qui n'auraient pas été évoqués dans la présentation. Est-ce que ça veut dire que c'est des parkings en silo et voilà. Bon, je peux continuer d'apporter quelques réponses. On redit aujourd'hui que, d'abord, je le dirai peut-être plusieurs fois, mais que il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées déjà et dessinées et commencées. Enfin, voilà, on essaie de projeter les choses un petit peu dans le détail pour permettre de se donner une première vision de ce projet. Néanmoins, peu de choses parmi celles-ci sont gravées dans le marbre. Donc effectivement, il y a des réflexions qui sont importantes sur le stationnement, qui prend une place folle dans les projets de logement, notamment quand il est uniquement souterrain. Ce qui veut dire qu'il a un coût sur la construction et que donc ça se reporte d'autant sur ce qui reste comme argent pour construire ce qu'il y a au-dessus. Donc ça pose des questions de qualité environnementale ensuite. Ça en pose aussi à double niveau parce que c'est aussi beaucoup de terre excavée et donc tous les parkings souterrains sont aussi l'occasion justement d'avoir des impacts environnementaux plus importants. Et puis dernièrement, avec l'évolution des mobilités, il n'y a rien de moins mutable qu'un parking souterrain sur deux niveaux. Donc, il y a de plus en plus de réflexions sur le stationnement plutôt en aérien, notamment en parking silo, mais qui pose aussi d'autres questions d'intégration urbaine, parce qu'effectivement, c'est des gros objets architecturaux. Et on a amorcé ces réflexions-là, effectivement, en évoquant le fait que, et notamment porté par notre urbaniste, que ces solutions, dès lors qu'elles sont traitées correctement urbainement, et on voit de plus en plus émerger, elles peuvent être jouables, mais ça s'étudie, ça se regarde. Et on comprend, et je dirais même qu'on partage les préoccupations par rapport aussi aux gros objets, encore une fois, que ça crée dans la ville. Voilà, donc on est, je dirais, là encore au début de cela. Dernier point, pardon, oui, que j'oubliais, ça pose une question simple, c'est le volume aussi de stationnement, c'est-à-dire le nombre de places par logement, bureau, etc., qui a commencé à faire un petit peu débat également dans les ateliers, qui je pense se fera encore débat. Il faudra qu'on avance là-dessus, voir dans un quartier de gare, est-ce qu'il est pertinent d'avoir une place, 1,2 places, 1,5 places par logement. Les PLU encadrent toujours cela. Et c'est des questions qu'on a à chaque fois plus ou moins de volontarisme sur le stationnement. Il ne faut pas être punitif sur la voiture, mais on sait très bien que c'est quand même, plus on ouvre les vannes sur le stationnement, plus on a de voitures in fine, et donc plus on a effectivement ensuite de circulation, etc. Voilà, c'est juste le milieu à trouver. On peut enchaîner sur une question qui était posée, qui était est-ce qu'il y a une hypothèse qui étudiait de zéro circulation, enfin zéro véhicule? Et après, peut-être parler de la circulation dans le quartier et aussi de la circulation un peu autour du quartier. Je crois qu'à ce stade, on l'a dit, de toute façon, ces questions de stationnement, elles sont fondamentales et elles sont toujours très fantasmatiques. Hein, et donc, dans ce qu'on va produire, avec plusieurs scénarios,
il y a une règle d'airain qui est le PLUH. Aujourd'hui, on ne peut pas déroger, même on souhaiterait le faire en disant c'est 0 place par personne, il y a un PLU qui dit c'est aujourd'hui tant de place en fonction des activités qui sont développées. Après, ce que dit Antoine et ce qu'on dit et le travail qu'on va faire ensemble, à décliner, et je l'ai vu moi, dans les différentes restitutions sur les avantages pressentis du stationnement privé ou mutualisé. C'est beaucoup à l'œuvre aujourd'hui dans toutes les opérations d'aménagement qui se construisent sur ces valeurs de densité, de mixité d'usage, c'est-à-dire tertiaire, logement, bureau, quartier mixte, commerce, qui ne fonctionnent pas tous aux mêmes heures. Et il y a un maître mot d'ailleurs qui marche sur l'énergie. Pareil, on ne consomme pas, c'est la mutualisation aussi des stationnements. C'est une piste qu'on souhaiterait ouvrir en se disant plutôt que d'appliquer une règle du PLUH, on peut voir qu'il y a beaucoup de stationnements qui se répètent. On peut faire week-end, si on prend simplement la partition tertiaire logement, un week-end semaine, jour, nuit, et on a beaucoup de stratégies maintenant qui sont développées, évidemment en relation avec les collectivités, pour mutualiser le stationnement. Ce que tu disais, Antoine, à réduire, quand on dit faire îlot de fraîcheur, c'est surtout aussi réduire les îlots de chaleur, donc l'emprise de stationnement en sous-sol, pouvoir construire ensuite en pleine terre, et trouver la bonne dimension. Je ne pense pas qu'à ce stade, on ait 10-0, ou ce que tu disais, 3 places par logement, on n'en est pas du tout là. Il y a un PLUH au milieu, il faudra qu'on se trouve ces scénarios et qu'on le traduise spatialement dans ce que ça va dire du dessin de nos espaces publics aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les espaces publics qu'on souhaite apaiser, partager à tous les moments de la journée par les familles, il y a une emprise de la voiture qui est parfois trop haut. Et c'est ce qu'on va mesurer en permanence avec vous, y compris avec des visites d'opération de référence qu'on peut avoir ici ou là et qui marchent bien. Mais il n'y a pas de réponse à ce stade et on n'a pas dit 0. Non, tout à fait. Peut-être une sommaire sur l'action mobilité large. J'ai envie de dire, pour rajouter encore de la complexité, il n'y a pas une cible de parking sur l'ensemble de ce quartier. Si on veut schématiser un petit peu, on a des gens qui vivent dans le quartier, pour lesquels il faudra probablement du stationnement, des gens qui viennent prendre le métro, et des gens qui travaillent aussi dans ce quartier. Je pense d'ailleurs les gens qui travaillent dans la gare, par exemple, ou les commerçants. Donc, il y a probablement des réponses diverses à ces problématiques. Donc, du coup, sur les circulations, un quartier 0 véhicule, est-ce que c'est une hypothèse? C'est une question. Alors, c'est peut-être... D'ailleurs, on lit également les questions au fur et à mesure. Donc, c'est peut-être lié aussi au sujet. On parle de la RD 36, de la RD 91, etc. Donc, on peut commencer à répondre à tout cela. Il y a premièrement un juste équilibre à trouver entre un quartier, même des quartiers apaisés, parce que ce n'est pas juste le quartier des savoirs qui est effectivement important, c'est le futur quartier. C'est aussi tous les quartiers alentours, et notamment Villarroy, et notamment en dessous la Bretonnière, et notamment le quartier de l'Europe et le Technocentre. C'est comment ces quartiers-là, entre guillemets, accueillent la gare. C'est-à-dire que restent effectivement des quartiers plutôt apaisés, en tout cas c'est ce qui est souhaité, et malgré tout avoir une gare accessible avec effectivement le stationnement de rabattement, etc., qui a été évoqué. Donc, il y a ce travail-là à mener, qui est effectivement en cours, et on peut livrer quelques réponses, mais je leur dis d'abord que on va avoir plusieurs temps d'études et de concertation. On va poursuivre ensuite là, sur une deuxième phase, un petit peu d'élargissement justement sur les publics visés, pendant qu'on réalise aussi nos études d'impact, études de trafic notamment, etc., et qu'on pourra apporter à la concertation à partir de 2022 pour rentrer plus dans le détail là-dessus. Néanmoins, effectivement, il y a quand même des choses qui ont été dites et vues et étudiées, etc. Il y a notamment ce projet de dévoiement de la RD 91 qui effectivement est l'un des éléments majeurs et initialement étudié pour la création de ce quartier et étudier ensuite les évolutions de maillage viaire. On sait qu'il fait débat parce qu'effectivement, il y a à regarder globalement l'impact de la gare et du réseau viaire remanié sur tous les quartiers et communes voisines. Donc c'est l'objet d'études qu'on mène actuellement sur une étude de plus grande échelle même sur les trajets nord-sud, en fait depuis toute la vallée de la Mérantaise jusqu'à Versailles, qui sont on le sait, complexes et étendus à travers 50 ans d'Yvelines.
Et donc, on apportera effectivement des réponses là-dessus. À notre sens, effectivement, le déploiement de la RD 91 est tout à fait possible et nécessaire au projet. Il n'emporte pas, je dirais, en lui la totalité du maillage viaire à concevoir autour. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille effectivement avec les élus, avec la ville de Guyancourt, avec 50 ans Yvelines qui est en charge des mobilités sur l'agglomération, pour effectivement arriver au juste maillage viaire qui permette, c'est toujours une quadrature du cercle, hein, ces affaires-là, c'est ne pas avoir des voitures partout, mais permettre qu'elles passent quand même. Voilà. Donc c'est bien l'objet. Après, il y avait une question sur le calendrier. Je pense que ça serait intéressant de reparler parce qu'il y avait, est-ce qu'on ne va pas construire le quartier avant que le métro arrive, etc. Donc c'est peut-être... Je vais donner quelques pistes, enfin quelques éléments. Encore une fois, il n'est pas question d'avoir des habitants au milieu d'un terrain vague et une gare sans habitants ou sans commerce. Ça veut dire que tout cela, encore une fois, projet fort complexe. Alors, d'un point de vue d'élu, là je le dis, après d'un point de vue technicien, vous pourrez bien évidemment, si vous le souhaitez, compléter. Mais l'idée, c'est que cela se fasse d'une manière très cohérente. C'est-à-dire que des habitants devront avoir, par exemple, la possibilité de scolariser des enfants, c'est une illustration, ou de faire des courses. Et en même temps, on ne va pas laisser une gare seule au milieu de nulle part, puisque ça n'aurait aucun sens et ça irait même totalement à l'encontre de ce que nous souhaitons sur la cohérence du projet même, puisque je rappelle que c'est bien un quartier qui accueille une gare. Voilà. Et donc, c'est important d'avoir tous ces éléments-là. Et le phasage, j'ai envie de dire, alors si vous souhaitez compléter, vous le ferez évidemment avec des propos probablement beaucoup plus techniques que les miens, mais en tout cas, il est hors de question d'avoir des aberrations dans le phasage de ce quartier. Alors, je crois vraiment, là pareil, hein, vous disiez, monsieur le maire, il y a une technicité de l'aménageur que je ne souhaite pas qu'on ait ce soir. Simplement se dire que lorsqu'on va démarrer ce quartier, les morceaux qu'on va choisir, on a une chance inouïe quand même, c'est de s'accrocher ici. Et c'est pas si souvent, on va un peu sur le château de Corbeville, sur cette halle piano, donc on a vu qu'elle était un véritable activateur et détonateur du projet urbain, qu'on va travailler en avance de phase d'ailleurs, pour préfigurer très prochainement une première phase de réhabilitation, mais qui peut préfigurer les usages. Il est évident que lorsqu'on va programmer avec vous et pas ex nihilo les premières opérations, il faudra qu'elles comprennent par rapport au calendrier de livraison qu'on nous a confirmé par rapport à l'arrivée de la ligne 18, qu'on va nous phaser les opérations dans leur diversité de logement, de commerce, de la réflexion qu'on aura dans l'étude d'impact sur la programmation des équipements publics qui sont nécessaires, hein, c'est-à-dire qu'on amène ici des habitants, des salariés, donc il y a ces études d'impact comporteront évidemment l'impact sur le territoire, quel est le dimensionnement des équipements culturels, sportifs, scolaires, petite enfance qu'il faudra créer pour accompagner la création de ce quartier, en plus des espaces publics. Et notre métier, en gros, ce sera de vous proposer ces scénarios-là pour qu'ils soient jugés cohérents dans les phasages qu'on aura à faire. Et c'est ce travail qu'on vous proposera sur ces morceaux et non pas de miter ici ou là, un quartier de gare, une première opération de logement dans un coin et puis un petit bout d'espace public. Il n'aurait pas de sens. On sent bien qu'ici, on l'a vu tout à l'heure, cette joie de piano et ce qu'elle a derrière permet de lancer les choses. On va s'accrocher sur la tour de visée, mais bon, on n'a pas encore de phasage très précis, puisqu'il faudrait qu'on ait un programme très précis. En tout cas, c'est ce qu'on fera. Il faut que ça fasse sens assez rapidement. Il faut qu'on livre des choses où les personnes qui sont là peuvent vivre, travailler, commercer, stationner très rapidement. On ne peut pas livrer un morceau de... Peut-être juste pour compléter, parce que ça a été un petit peu dit dans les ateliers, globalement, on va commencer par le sud. Et on a déjà effectivement livré ces éléments-là, le devenir de la halle, du parc, etc. Et en particulier parce qu'au nord, avant qu'il y ait une gare, il y aura un chantier de gare et de métro important qui va prendre de la place sur la friche Thalès. Voilà, on est fin 2021 déjà.
On a encore, comme le disait Monsieur le maire, environ 3 ans, 2 à 3 ans de montage préopérationnel d'études, d'autorisation environnementale et autres, avant d'envisager des passages à l'opérationnel réel. Ça nous amène aux alentours de 2024. Ça veut dire qu'on peut imaginer quelques premières constructions qui anticipent un petit peu la gare, à partir donc de livraison à partir de 2027 environ. C'est des grands jalons qu'on donne là, mais bien entendu que le quartier va réellement sortir à la livraison de la gare, et ce sera plutôt un enjeu effectivement que de l'accompagner, puisque jusqu'au dernier moment quasiment, la Société du Grand Paris aura besoin d'emprise chantier, pas si neutre que cela, et donc il y aura quand même une bonne partie du quartier qui effectivement se fera après. C'est certain, c'est inévitable, souhaitable pour les questions de circulation, mais de toute façon inévitable. Il y avait une question autour du pourquoi la gare était passée dans la forêt, puisque les gens avaient dit que, enfin majoritairement dans les ateliers, qu'ils étaient très attachés à la nature en ville, etc. Donc si on peut revenir sur ce déplacement, qui est l'objet de la concertation. Alors, oui, tout à fait. Il y a effectivement dans le projet de la Société du Grand Paris le souhait de remplacer le tunnelier par une tranchée ouverte et recouverte, qui devait occasionner des modifications de tracé parce que ce n'est pas exactement le même système constructif, et donc on ne pouvait pas avoir les mêmes tracés. Et puis ensuite, il ne pouvait pas, pour éviter aussi que justement ce métro soit trop impactant sur les questions ensuite de construction, mais aussi d'espace vert à terme, il nous fallait effectivement essayer de lui faire suivre les tracés de voirie. Donc, il arrive par le sud, il arrive par le tracé actuel de l'avenue de l'Europe au maximum. Et ensuite, effectivement, il doit aller vers le nord, donc il a une courbe à reprendre, d'où effectivement son positionnement sur ces boisements-là, qui vont d'ailleurs, qui ont été d'ailleurs regardés, hein, et qui vont l'être encore davantage. Mais globalement, on aura, à notre sens, en fait, un impact plutôt moindre, en tout cas équivalent à l'échelle du projet urbain, en ayant déplacé la gare à cet endroit, puisque par ailleurs, on va pouvoir conserver plus d'espace vert, notamment sur les terrains de Renault. Et j'ai oublié ce que je voulais ajouter. Oui, non, pardon, la qualité des boisements, on a commencé à la regarder. C'est resté les boisements disons, plantés par Renault qui sont pas en tout cas, qui n'ont pas de réelle qualité forestière. Il y a la question biodiversité qui est importante et qu'on regarde, et il y aura des impacts de toute façon du projet à ces endroits-là, de la SGP, c'est certain, mais qui peuvent tout à fait être effectivement compensés dans le cadre du projet. On est quand même sur des surfaces modestes. Voilà. Alors, il y avait une question, est-ce que ce quartier serait qualifié d'éco-quartier? Si oui, pourquoi et comment? Et puis, je relis ça, la question on a parlé d'énergie renouvelable. Quelles énergies renouvelables? Alors, pardon, non, mais Pierre, juste sur le terme d'éco-quartier, hein, je rebondis juste sur le terme d'éco-quartier. Et dès les premiers échanges que nous avons eus avec les PAPS, moi j'ai souhaité que, enfin, je trouve, voilà, c'est une réflexion de ma part, je trouve que le terme d'éco-quartier commence à être un peu galvaudé. Et je pense très sincèrement qu'on doit avoir une ambition bien supérieure à cela. Voilà. Lorsque je disais dans mon préambule que ce nouveau quartier doit être exemplaire, je pense qu'il faut que nous allions bien au-delà de ces... Alors, je ne sais même pas si l'écoquartier est une labellisation, c'est une labellisation, mais je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux que ça. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'est un terme que je n'utilise pas parce que je souhaite encore une fois que nous soyons plus ambitieux. Voilà. Je m'inscris complètement là-dedans et on ne s'est pas concerté là-dessus, et pourtant je sais que nous avons tous fait les écoquartiers. Pour répondre à la question, l'écoquartier, c'est effectivement un label qui est sorti environ il y a 15 ans par l'État, qui est venu, alors c'était une avancée, qui est venu labelliser des démarches innovantes sur certains thèmes et sur certains quartiers. Alors on a pu tous connaître, pour ceux qui vraiment sont âgés comme moi, les opérations par exemple de BZ près
en Angleterre, où on avait comme ça des quartiers qui étaient certes exemplaires sur différents thèmes, hein, la consommation, l'énergie, mais qui étaient presque des isolats et absolument pas réplicables autour. Donc ça a permis de faire progresser les débats, ça a permis de faire progresser les exigences, et aujourd'hui là on se rejoint, c'est que aussi nous détestons les labels et les écoquartiers, et ce qui nous importe en réalité, c'est de poser une démarche, et quand on voit les questionnements qu'il y a sur l'énergie également et les énergies renouvelables, la démarche environnementale qu'on pose sur le plateau de Saclay, sur l'OIN en général, elle est toujours dans le bon ordre, et moi je la rappelle à chaque fois, cette démarche qui va comprendre tous les champs du développement durable, et là aussi c'est un peu galvaudé, mais il faut qu'elle soit cohérente. Il faut qu'elle soit cohérente dans ce qu'on va construire, et c'est dans ce qu'on pose là, c'est d'avoir des constructions qui soient exemplaires, c'est-à-dire des constructions aujourd'hui, qu'elles soient tertiaires, de logement, de commerce, d'équipements publics, qu'elles soient exemplaires en consommation d'énergie, c'est-à-dire très peu déperditives, donc avec des qualités d'enveloppe, de vitrage. La bonne énergie, c'est avant tout celle qu'on ne consomme pas. Et une fois qu'on a cette partie constructive, donc avec des cahiers des charges qui sont assez draconiens, et on est même au-delà aujourd'hui de la réglementation thermique 2020, bien au-delà des prescriptions de l'État, le peu que ces opérations consomment, alimentées par des énergies renouvelables. Alors, et c'est dans cet ordre-là qu'il faut le poser, hein, aussi bien sur le neuf que sur l'ancien d'ailleurs. C'est bien d'abord des opérations qui consomment très peu, le peu qui consomment, alimenté par des énergies avec des mix, donc des sources d'énergie renouvelable qu'il faut regarder. On a ici développé un réseau de chaleur, d'échange et de froid qui est assez révolutionnaire sur le plateau. Sur Guyancourt, toutes les questionnements vont être ouvertes par rapport à ce qu'on peut avoir sur la nappe, sur la biomasse, les compléments qu'on peut avoir en solaire thermique, le photovoltaïque, l'autoconsommation, et puis une démarche complète, on l'a abordé tout à l'heure, d'éco-mobilité également, c'est-à-dire on s'est dit la juste place de la voiture ou la place juste de la voiture, et au-delà, on va construire sur les mobilités douces, décarbonées, en plus évidemment de cette infrastructure qu'on attend du métro, qui va être importante pour construire ce quartier de gare. Donc, pas d'éco-quartier, d'ailleurs on l'a baptisé le quartier des savoirs, je pense que c'est un... On pourrait largement l'être, voilà, éco-quartier aujourd'hui. Enfin, on le sera très largement, mais aller très au-delà pour être réplicable, en tout cas, c'est ce que demande aujourd'hui l'État maintenant dans les différents programmes d'investissement. C'est plutôt des exploits à la parcelle, à l'îlot, mais par exemple l'autoconsommation d'énergie, très récemment, avec EDF, aujourd'hui, on a dépassé le strict cas de l'immeuble pour pouvoir autoconsommer son énergie à l'échelle d'un îlot. Et ça produit des comportements auprès des habitants et des usagers qui sont complètement différents quand on autoconsomme sa propre énergie que plutôt que la rejeter dans un réseau. C'est toujours vertueux de la vendre à EDF, mais quand on l'autoconsomme, on voit que ça produit des communautés énergétiques qui sont très intéressantes à l'îlot, et surtout, on n'en est pas encore là, mais c'est des pistes qu'on a, entre, toujours pareil, quand on a la chance de fabriquer un quartier mixte, logement, bureau, commerce, tertiaire, qui ne vont pas appeler les mêmes énergies aux mêmes heures, jour, nuit, week-end, vacances, on peut avoir des échanges intéressants d'énergie, et là aussi mutualiser l'énergie. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a à l'œuvre partout. On a dépassé ces éco-quartiers, c'était nécessaire, il fallait faire progresser les mentalités, progresser les savoir-faire, nos architectes, les opérateurs, les bailleurs sociaux, travailler ensemble sur ces cibles pour qu'on ait cette démarche cohérente. Il faut qu'on soit cohérent globalement dans ce qu'on va vous proposer en matière de développement durable, puisqu'on n'a pas trouvé d'autres mots qui puissent résumer ça, mais la durabilité, aussi dans l'architecture, on l'évoquait tout à l'heure, je voyais des verbatims en disant attention à ce qui va rester dans le temps, pérenne, voilà, c'est ce qui nous agite tous aujourd'hui, toutes et tous, aménageurs, architectes, bureaux d'études, élus et citoyens, c'est là où... Alors... et oui, sur la halle piano, donc espace de création, espace artistique, est-ce qu'elle ouvre avant, dès 2027 ? Plutôt avant, c'est ça leur mission. On essaie effectivement de programmer, comme on disait, on l'appelle préfiguration, phase 1, c'est encore plein de noms, mais l'idée c'est d'ouvrir ce lieu au plus tôt, le plus tôt pouvant peut-être être 2023, en tout cas c'est ce à quoi on travaille vers mi-2023, sur de premières occupations.
Et donc, c'est pour ça qu'on fait 2 voire 3 choses simultanément actuellement. Premièrement, on travaille, donc on est d'ailleurs en appel d'offres de maîtrise d'œuvre actuellement pour retenir un maître d'œuvre pour faire la réhabilitation, en commençant par ce que j'appelle une réhabilitation sommaire, disons, de sauvegarde du bâtiment. Et deuxièmement, on travaille à se demander ce qu'on va mettre dedans, avec certaines premières études, un peu de communication qui a fait qu'on a eu quelques prospects, etc. Et on va reprendre ça, je dirais, encore plus ardemment à partir de cette fin d'année 2022. Et troisièmement, c'est un des sujets et un des objets de concertation. Alors, c'est pas l'arbre qui cache la forêt. On a vu qu'il y avait plein de préoccupations qui sont habituelles et très légitimes sur notamment les questions de mobilité. Ce soir, on en voit beaucoup. Néanmoins, effectivement, c'est la partie aussi amusante, si on veut, en tout cas attractive en matière de concertation et qui a beaucoup intéressé les gens, aussi bien dans les visites qu'après dans le cadre des ateliers. Et donc, on va poursuivre là-dessus, dans le cadre des ateliers de travail, d'abord des ateliers pour réfléchir ensemble à l'occupation de cette halle à court terme, à moyen et si possible, et c'est clairement disons l'ambition de façon pérenne ensuite. Voilà. Mais premières ouvertures, oui, le bâtiment devrait pouvoir accueillir des usages à partir de 2023. Ok, alors là, enfin moi, j'ai peut-être loupé des choses, je suis au bout des questions. Alors il y a beaucoup d'affirmations, hein. On a des affirmations de gens qui donnent leur avis sur le stationnement, sur la pertinence de la ligne 18 et son impact potentiel sur les terres agricoles, etc. Du coup, en question, moi je suis un petit peu au bout, donc il nous reste encore quelques minutes. Donc n'hésitez pas à en poser par écrit. On les voit arriver tout de suite. Alors, un appel à projet est-il envisagé? Je suppose que c'est pour la halle piano. Oui, effectivement, c'est probablement à partir de 2022. Ok, donc appel au projet à partir de 2022. Si la ligne 18 ne se réalisait pas dans sa portion Saclay-Versailles, la réalisation du quartier des Savoirs serait-elle maintenue? Je vais peut-être prendre la parole de manière assez laconique, mais assez simple en même temps. C'est que, vous savez, c'est l'arrivée d'une gare, c'est l'arrivée du métro, c'est aussi de l'habitat. Et vous imaginez bien que s'il n'y avait pas ce métro et donc cette gare du métro sur Guyancourt, il serait un peu étrange d'envisager l'arrivée de 2000 logements sur ce secteur. Voilà. Je vais le dire de cette manière-là. Nous, on complète. D'abord, premièrement, le si nous interroge parce qu'il y a toujours des oppositions au projet. C'est un projet qui a été déclaré d'utilité publique sur la totalité de son tracé. Et on le rappelle, la procédure en cours, puisque peut-être effectivement elle fait renaître ces questionnements-là, elle ne porte que sur la modification de la déclaration d'utilité publique, donc des éléments de tracé, notamment sur la question du viaduc. Mais si d'aventure cette modification n'était pas adoptée, eh bien la Société du Grand Paris en reviendrait à son projet actuel, qui est toujours d'utilité publique et sur lequel elle travaille toujours dans le respect de ses calendriers. Donc voilà, on donne déjà peu de crédit à cela. On peut ensuite en débattre toute la nuit, mais je ne sais pas si on a raison ou tort. En tout cas, on ne travaille pas sur cette hypothèse. Par contre, effectivement, les temporalités, une livraison à 2030, le travail que nous, on a mené, fait qu'on se trouvera, et on l'a dit dans les questions de phasage, pas dans une situation comme ça où on a fait tout un quartier puis il n'y a pas de métro au bout, quoi. Évidemment qu'on voit le mur arriver avant. Voilà, donc effectivement, s'il n'y a pas de gare, il n'y a pas de quartier de gare. Voilà. Une question autour des partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'établissement public d'aménagement, la ville de Guyancourt, et du coup, il y a des questions sur un peu comment ça marche, la coordination avec la Société du Grand Paris, avec le département, avec l'agglo de Saint-Quentin. Il y a une question un peu générale sur qui pilote. Alors, la concertation, puisqu'on parle de la concertation ce soir,
Le choix que nous avions fait, c'était effectivement que la ville de Guyancourt soit pilote avec évidemment l'accompagnement fort précieux de l'EPAPS. Ça, c'est pour répondre sur la question de la concertation. Après, vous avez raison, il y a un certain nombre de partenaires avec qui nous échangeons de manière très régulière. On a cité le conseil départemental, par exemple, au sujet de la voirie, hein, des routes départementales concernées. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines également, effectivement, avec qui nous travaillons, je pense notamment autour de la mobilité, hein, et nous échangeons très régulièrement, et je sais que l'EPAPS le fait aussi avec Saint-Quentin en Yvelines. Alors aidez-moi parce que quand je commence à faire une liste, je sais que je vais en oublier à la fin. La SGP. Voilà, la SGP, bien évidemment, pour la gare et pour les environs immédiats de la gare, j'ai envie de le dire comme ça, si on veut le présenter d'une manière géographique. Et puis, messieurs. Alors, moi, je vais compléter parce que je vois la question en soi, je la comprends, y a-t-il un vrai pilote, etc. Oui. On peut tout à fait concéder que c'est complexe et qu'il y a plein de monde sur le sujet. Autour de la table, il y a peu de responsables de cette situation-là, du millefeuille qu'on connaît, etc. Mais donc, effectivement, on comprend que ce soit compliqué de se retrouver là-dedans pour l'habitant moyen, disons. Donc, si on peut essayer de donner de la visibilité à cela, il y a des gens en responsabilité de certains sujets. La Société du Grand Paris est en responsabilité de réaliser la ligne 18 et ses gares de métro. Évidemment qu'elle associe à ces projets-là les collectivités et les autres, disons, administrations, établissements comme le nôtre, qui interviennent le long de ces gares. Et donc, l'établissement public d'aménagement a une responsabilité qui est donc de produire notamment des quartiers urbains autour des futures gares. On travaille main dans la main et quotidiennement avec la Société du Grand Paris, c'est une évidence. Et on est aussi en travail collaboratif avec les collectivités qui ensuite gèrent en fait les territoires in fine. Nous, on n'est pas gestionnaire, donc ça c'est important à rappeler. Donc ça veut bien entendu dire que Saint-Quentin-en-Yvelines, la ville de Guyancourt, qui ont leurs compétences propres, sont associés à ces projets et aux décisions qui sont prises. Et peut-être que l'ajouter sur notre gouvernance, qui est effectivement déjà notre propre conseil d'administration, eh bien, en son membre l'État, mais aussi toutes les collectivités qu'on vient de citer, les deux départements en l'occurrence, la région et les agglomérations qui sont traversées par l'opération Paris-Saclay. J'allais dire, c'est notre croix d'aménageur, mais de faire justement, c'est un aménageur qui soit une SEM, un établissement public, il a cette mission qui confie les collectivités précisément quand il y a un grand nombre d'acteurs autour de la table. Là, ce qu'on réaffirmait tout à l'heure, vous le savez peut-être, on avait l'inauguration du premier petit immobilier qui est arrivé par la SGP donc, sur Palaiseau, Céline, voilà, c'était le nom de baptême. C'était l'occasion de rappeler que sur l'OIN, la loi a créé en même temps l'opération internationale, l'établissement public d'aménagement, la Société du Grand Paris, la ZPNAF, qui a protégé tout ça. Donc la cohérence, on la trouve dans ce que vous ne voyez pas forcément ici. Ce que je disais en disant, mais là, il n'y a que le PA autour de la table. Nous étions présents, nous, lors des enquêtes publiques de la SGP, puisque la présidente de la commission d'enquête avait demandé qu'on vienne témoigner, notamment sur Guyancourt, mais pas que, sur Satori, sur ce qu'on faisait, autour, et avec la SGP. Et de dire aussi qu'au niveau de l'État, en tout cas, pour ne pas rajouter dans le millefeuille administratif français qu'on connaît, il a été confirmé que le pilotage des quartiers de gare se tenait bien dans ce qu'on appelle des COPIL, c'est affreux, mais des comités de pilotage locaux, c'est-à-dire en présence du préfet, donc du secrétaire général de Versailles, de la communauté de communes et de la collectivité qui est concertée. Et donc ces comités de pilotage, c'est eux qui sont responsables en associant évidemment tous les services déconcentrés de la région, de l'État avec qui on travaille au quotidien pour vérifier nos hypothèses. Et c'est vrai c'est pas la face émergée de l'iceberg, c'est tout ce travail qu'on mène en souterrain et on est garant, l'établissement public en tant qu'aménageur, de la bonne cohérence. C'est pas toujours le cas, hein, je le dis, à un moment donné, il y a des arbitrages et c'est là que le rôle des élus est éminemment important, des arbitrages entre différents services ou différents
collectivité. Et donc là, on est vraiment sur l'arbitrage, j'allais dire politique, dans le sens noble du terme, où il faut trancher. Et notre but, c'est d'amener à la décision, faire avancer ces projets-là, en considérant, en consolidant tous les aspects techniques, de phasage, de calendrier, d'impact financier, d'impact programmatique, pour que la bonne décision puisse être prise en temps et en heure et faire avancer les projets. C'est ce que j'ai toujours eu du mal à expliquer à mon père en disant c'est quoi le métier d'aménageur? C'est une grosse partie de faire jouer en même temps tous les musiciens ce rôle d'orchestre où il faut accorder effectivement les solistes, les chœurs pour que tout le monde avance évidemment avec une partition qui est écrite par les élus. Donc, nous allons peut-être pouvoir passer à la partie qui était aussi l'objet de nombreuses questions, qui était la suite de la concertation et comment chacune et chacun va pouvoir continuer à donner son avis. Antoine. Alors oui, donc on peut effectivement passer à cette suivante. Donc, effectivement, on avait ces questions-là au tout début sur la participation. Étions-nous si nombreux? Donc, pas assez, effectivement, parfois les mêmes. D'ailleurs, donc il y a peut-être parmi vous de futurs habitants relais. Je ne sais pas comment exactement on va les appeler, mais en tout cas, on souhaite en fait, disons, profiter effectivement de cette première phase de concertation pour avoir des personnes parmi la population, disons, plus sachantes que la moyenne et qui puissent effectivement faire connaître le projet, expliquer le site, questionner effectivement les nouveaux habitants et faire remonter les positions prises, les avis des habitants, donc par ce médium, disons, plus proche des habitants. Voilà, donc ça c'est un premier dispositif qu'on va mettre en place. Donc évidemment on ne va pas les laisser tout seuls se débrouiller, mais les assister en mettant en place peut-être des balades urbaines à laquelle nous ne participerait pas nécessairement, mais qui pourraient effectivement être organisées par des habitants eux-mêmes, et puis effectivement avec des mobilisations là où sont les gens, sur les marchés, les sorties d'école, etc., pour pouvoir effectivement toucher plus largement la population localement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on peut passer un petit peu toujours dans cette idée de diversification, on va travailler avec le lycée donc, de Villarroy. Je ne sais pas si on peut passer, Antoine. Et on a d'ailleurs en fait été sollicité initialement par des enseignants du lycée. Donc il va y avoir des travails de lycéens autour du projet, avec effectivement présentation du projet dans le cadre de leur cours, et puis des ateliers un petit peu sur le modèle de ce qu'on a pu faire, adapté évidemment à un public différent, pour partager aussi avec les plus jeunes populations, et dans l'occurrence très proche puisque c'est le lycée Villarroy. Donc ça, c'est à très court terme, puisque c'est maintenant, on va dire, qu'on met ça en place. Et on rentre un petit peu dans une phase, si on veut, intermédiaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à très court terme dans les 2 mois avec des ateliers, toujours la même chose, sans nouvelle matière. Donc on veut apporter de la matière pour la suite de la concertation, qui se déroulera ensuite sur une phase suivante. Donc là, ce que je viens de décrire est plutôt effectivement sur les 4-6 mois qui viennent. Et puis en 2022, on reprendra effectivement un dispositif entre guillemets un petit peu plus lourd de concertation, avec des partages d'études, de projets, de choses plus avancées sur toutes les thématiques qu'on a abordées, je dirais en itération avec effectivement ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le montage de l'opération, les études préopérationnelles. Et en particulier, il y a un élément fort qui est l'étude d'impact de la zone d'aménagement concerté, qui donc décrit tout le projet, ses impacts, et positifs ou négatifs d'ailleurs, et les mesures prises pour parer aux éventuels impacts négatifs justement de ce projet.
C'est des études lourdes et longues avec tous les thèmes abordés sur un projet comme celui-ci, l'impact sur l'environnement, les mobilités, les impacts socio-économiques, donc les besoins scolaires notamment, etc. Et donc, on pourra apporter davantage de matière à la population à partir de 2022 sur la base de ces éléments. Vous le voyez à l'écran, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais un petit peu déjà au petit losange de fin là, qui décrit un petit peu ce qu'on avait dit au début, qu'effectivement, on devrait avoir fini cette phase plutôt de concertation préalable aux alentours de mi-2023 pour passer ensuite aux phases plus opérationnelles. Et donc, je le redis parce que j'ai relu des commentaires sur mais alors, comment ça s'agence le calendrier avec la gare, etc. Je vais essayer d'être plus clair si on n'a pas été ou je n'ai pas été tout à l'heure. Sur cette période-là, parallèlement, effectivement, on veut préfigurer les choses, donc avec la halle, un parc qui ouvre, que le futur quartier des savoirs soit déjà un lieu pour les Guyancourtois, mais même les Vicinois qui sont juste en face, et donc que ce soit effectivement déjà un lieu plus découvert. Ça a commencé avec la visite de bâtiments. Waouh, il y a quelque chose ici. Et donc, on veut que dans les 2 ans, effectivement, ce soit déjà un lieu où il se passe quelque chose. Rien de plus, j'allais dire, c'est-à-dire il n'y aura pas de logement, il n'y aura pas d'école, il n'y aura pas de bureau, il n'y aura rien d'autre que cela à l'horizon 2023. Par contre, on considère qu'effectivement, à partir de 2023-2024, on pourra commencer à travailler sur ces projets-là pour qu'ils soient livrés, c'est-à-dire effectivement de premières occupations, de premières constructions, je le disais tout à l'heure, à partir de 2027, sans doute, peut-être 28, on n'en est pas à l'année près, mais de façon encore modeste par rapport à la livraison de la gare pour 2030. Et donc, après 2030, effectivement, on développera l'ensemble du quartier. Voilà, si je peux avoir réussi, j'espère, à redonner quelques jalons. Alors après, je ne sais pas si on en a parlé. La dernière fois, il y avait eu un compte-rendu écrit avec éventuellement des réponses aux questions complémentaires, parce que dans la dernière minute ou dans les dernières minutes, il y a des choses qui sont tombées, donc je ne sais pas si c'est prévu. Alors, on essaie d'être parfaitement exhaustif là-dessus. Je sais pas si je pense qu'on l'a été. Les comptes rendus sont vraiment très très complets. J'insiste là-dessus. Il y a un gros travail qui est fait à l'établissement public avec les équipes et puis celle de Gaël Coutan qui est là, donc de communication, et avec Guyancourt qui aussi a été très investi. Donc, a priori, oui, on fera ce travail-là et on devrait répondre à toutes les questions posées, voilà, du mieux que nous pouvons. Le mot de la fin, peut-être? Eh bien, écoutez, les remerciements de fin de séance, bien évidemment. Merci à vous de nous avoir rejoints ce soir. Ça nous encourage aussi dans ces dispositifs de concertation. Merci à l'ensemble des participants, des acteurs. Merci aussi à tout le travail qui a pu être fait lors des balades urbaines, lors des ateliers. Le travail de compte rendu, absolument, Antoine, c'est un énorme travail. Et on espère écoutez, vous retrouver très bientôt autour de ce nouveau quartier. Merci et bonne soirée. On vous souhaite tous une excellente soirée. Bonsoir. Bonsoir.